On pensait s'être débarrassé de la loi Yadan, mais aurions-nous crié victoire trop tôt? Est-ce qu'on serait en réalité dans une situation pire qu'auparavant? Je crois que oui, je vous explique pourquoi. D'abord, la loi Yadan, qu'est-ce que c'est? C'est une proposition de loi qui porte le nom de la députée Caroline Yadan, proposition de loi, qu'elle a intitulée proposition de loi visant à lutter contre les formes renouvelées de l'antisémitisme. Une pétition demandant son abandon a recueilli plus de 700 000 signatures. La pétition a été enterrée par l'Assemblée nationale, ce qui est en soi un scandale démocratique, mais passons. Cette pétition démontre qu'il y a bien eu une vigoureuse émotion populaire. Alors vous allez me dire, une proposition de loi qui vise à lutter contre l'antisémitisme en soi, oui, c'est un objectif noble, nécessaire. C'est très bien si on le fait correctement. Et si on n'utilise pas l'étiquette et l'étendard de l'antisémitisme pour, au contraire, amputer la liberté d'expression. Or, c'est dans cette direction-là qu'étaient tendues et que sont encore tendues toutes les inquiétudes autour de la loi Yadan. Il y a eu 2 textes Yadan complètement différents l'un de l'autre. La première proposition de loi déposée par Caroline Yadan reposait en réalité sur une définition de l'antisémitisme aujourd'hui tout à fait controversée, y compris controversée par son auteur lui-même, qui est la définition de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Ce qui pose des difficultés, c'est les exemples donnés par l'IHRA pour expliciter leur définition. Et dans ces exemples, l'IHRA précise qu'il considère comme une forme renouvelée, une forme nouvelle d'antisémitisme, le fait par exemple, de critiquer de manière trop affirmée l'État d'Israël. L'IHRA considère par exemple comme une forme renouvelée d'antisémitisme le fait de dresser une comparaison entre les actes de l'État israélien en Cisjordanie et surtout à Gaza et le génocide juif de la Shoah commis par les nazis. La proposition de loi originelle déposée par Caroline Yadan visait à délictualiser de telles expressions. Évidemment, cette proposition de loi était liberticide, totalement attentatoire à la liberté d'expression. Elle visait à interdire l'expression d'idées, d'arguments, de réflexions qui doivent pouvoir faire partie du débat public, qui parfois choquent, peut-être choquent à raison, à juste titre, mais qui doivent pouvoir faire partie du débat public. C'était tellement problématique que le Conseil d'État lui-même a souligné dans son avis des risques majeurs d'inconstitutionnalité. Cette loi a été en réalité totalement réécrite. La proposition de loi faisait 2 choses et 2 choses seulement. Un nouveau délit qui consiste à appeler publiquement à la destruction d'un État reconnu par la République française, d'une part, et d'autre part, élargir encore le délit d'apologie du terrorisme, d'une part aux déclarations qui feraient l'apologie implicite d'actes de terrorisme, d'autre part à des déclarations qui se contenteraient de minorer ou banaliser des actes terroristes. Cette proposition de loi Yadan telle qu'elle s'apprêtait à être examinée à l'Assemblée, était une proposition de loi absolument scandaleuse, excessivement grave, d'une part, sur l'appel public à la destruction d'un État reconnu par la République française. C'est un délit qui aurait pu venir frapper des slogans militants tels que « La Palestine sera libre de la rivière jusqu'à la mer ». Un des slogans consubstantiels, constitutifs de la cause pro-palestinienne, du soutien aux populations de Cisjordanie et de Gaza, ce slogan aurait pu se retrouver criminalisé ou plutôt délictualisé par la loi Yadan. J'ai parlé de l'antisionisme, de ce qu'il recouvrait, j'ai eu l'occasion d'expliquer comment est-ce que dans une position qui s'assume comme antisioniste, en réalité, elle vise 1001 nuances et des choses qui sont très différentes, et comment est-ce que certains se revendiquent antisionistes en étant en réalité opposés principalement à la politique de Netanyahou. D'autres critiquent la forme institutionnelle prise par l'État israélien. D'autres se disent antisionistes parce qu'ils souhaitent l'avènement d'un État binational qui irait du Jourdain jusqu'à la mer. Et on voit bien comment est-ce qu'on a besoin de pouvoir débattre de cela, y compris en émettant des jugements qui sont extrêmement choquants ou qui peuvent être ressentis par certains et certaines comme extrêmement choquants. Mais tout cela fait partie du débat public. Eh bien, ce délit risquerait de renvoyer toutes ces discussions, y compris quand elles se déroulent à l'université, ce délit risquerait de renvoyer toutes ces discussions dans la sphère délictueuse, dans la sphère judiciarisée, et de valoir des poursuites, y compris à des chercheurs-chercheuses qui ne demandent rien d'autre qu'à mener un débat académique sur ces questions qui sont des questions ouvertes. Et surtout, il y a l'élargissement du délit d'apologie du terrorisme, qui me semble extrêmement grave. Alors ce que je vous propose, c'est de rentrer dans ce débat en écoutant ce qu'en dit le juge Marc Trévidic, qui a instruit
des affaires de terrorisme antisémite, donc il sait particulièrement de quoi il parle, eh bien le juge Marc Trévidic était invité par l'Humanité à s'exprimer il y a quelques jours. Je n'avais jamais vu ça, la notion de provocation implicite au terrorisme. Vous imaginez ce que ça veut dire? Moi, je suis juge, il va falloir que je cherche, faire censeur de la pensée des autres, essayer de savoir ce qu'a voulu dire une personne de façon implicite, s'il a vraiment voulu provoquer à une action terroriste ou pas. Vous imaginez le travail? Ça devient surréaliste. Non seulement on est dans le délit d'opinion, mais il va falloir en plus essayer de trouver un délit implicite d'opinion. Donc ça devient complètement ubuesque. Déjà, le terrorisme est la notion la plus floue du droit pénal français, il faut bien le comprendre. En France, une simple atteinte au bien peut être qualifié de terroriste. Donc vous mettez cette notion floue de terrorisme et vous mettez à côté la notion de provocation implicite. Vous mettez deux notions très très floues, imprécises, et vous demandez à un juge de juger ce genre de choses. Mais ça va être tout et n'importe quoi, ça va être de l'arbitraire le plus total. Il finit par le mot qui est absolument central dans ses analyses, le mot d'arbitraire. Élargir le délit d'apologie du terrorisme risque de faire basculer notre droit de l'opinion, puisque c'est effectivement un délit d'opinion, c'est une opinion qui devient délictualisée, risque de faire basculer le droit de l'opinion dans l'arbitraire. Il y a un triple flou dans le délit d'apologie du terrorisme tel qu'il est élargi par la loi Yadan. Le premier flou existe déjà, c'est le flou sur ce que l'on qualifie et caractérise en France de terrorisme. Et Marc Trévidic a raison de dire ici que la loi sur le terrorisme, la loi française sur le terrorisme, est particulièrement floue, elle est particulièrement datée. La définition française du terrorisme est une définition qui peut s'appliquer non pas à tout et n'importe quoi, mais à des actes extrêmement larges, extrêmement vastes. Elle est insatisfaisante, elle est ancienne, et tous les spécialistes du terrorisme s'accordent par exemple à considérer qu'il vaut mieux se reposer sur la définition européenne du terrorisme, qui reste insatisfaisante parce que le concept de terrorisme est en soi un concept difficile à saisir, difficile à caractériser, mais qui a a été un peu mieux travaillé et d'une manière un peu plus récente, un peu plus renouvelée que la définition française. Marc Trévidic a raison de rappeler que dans le droit français, le terrorisme peut s'appliquer à des biens. On pourrait, avec une interprétation déjà extensive, considérer que s'attaquer à des méga-bassines à Sainte-Soline, ça relèverait du terrorisme, de l'éco-terrorisme, disait Gérald Darmanin. Le délit d'apologie du terrorisme étendu par la loi Yadan irait beaucoup plus loin. Une simple minoration ou banalisation de ces actes pourrait valoir apologie du terrorisme. Là, ce que je viens de dire, Sainte-Soline, je veux dire, au bout d'un moment, il faut quand même remettre les choses comme elles sont, et l'église au milieu du village. C'est des militants qui ont attaqué des canalisations à coups de pioche. Fin de citation de moi-même. Cette seule citation, si la loi Yadan était votée, pourrait me valoir d'être traîné devant les tribunaux, parce qu'on pourrait considérer que j'ai minoré ou banalisé de manière outrancière des actes de terrorisme, puisque là, il y a bien atteinte au bien dans une perspective idéologique. C'est encore pire quand on rentre dans le concept d'implicite, d'actes qui font implicitement l'apologie du terrorisme. La définition de l'implicite, c'est une définition qui n'est pas explicite, qui ne s'assume pas en tant que telle, dont il faut aller rechercher le sens en le déterrant sous ce qui est effectivement et explicitement assumé. C'est la dimension du langage qui se fait comprendre sans se dire. Le principe de l'implicite, c'est qu'il est toujours incertain. Ce qu'on considère comme étant une apologie implicite du terrorisme, ça pourrait tout à fait bien être simplement une déclaration maladroite, ça pourrait être une hyperbole mal identifiée, ça pourrait même être une antiphrase non repérée. C'est-à-dire que rhétoriquement, la définition implicite du discours, elle est toujours soumise à controverse. C'est d'ailleurs sa force. C'est la définition qu'en donne Oswald Ducrot, un linguiste que je cite souvent, qui parle de l'implicite comme étant la dimension du discours qui permet de bénéficier à la fois de l'efficacité de la parole, parce qu'on a fait passer son message, et de l'innocence du silence, parce que précisément, ce qu'on a fait comprendre, on ne l'a pas vraiment dit, et comme on ne l'a pas vraiment dit, on ne peut pas en être tenu pour responsable. De la même manière qu'un appel implicite à la haine, tu peux toujours t'abriter derrière « non, mais c'est pas ce que j'ai dit, vous avez mal compris », de la même manière, on pourra toujours détourner ton propos en faisant croire, comprendre ou en estimant qu'il s'agit d'un appel implicite à la haine ou à l'apologie du terrorisme, alors que toi, non, je veux dire vraiment pas du tout, quoi. Vous avez simplement détourné mes propos, vous les avez étendus, vous avez commis ce qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille, qui consiste justement à étendre la parole de l'adversaire jusqu'à ce qu'elle semble se réfuter d'elle-même, ou alors jusqu'à ce qu'elle semble faire l'apologie du terrorisme pour pouvoir traîner l'adversaire en question devant les tribunaux. On voit bien les problèmes que cela pose. Il s'avère que, malheureusement, l'utilisation tout à fait extensive de
du délit d'apologie du terrorisme pour tenter de réduire quelqu'un au silence, on l'observe déjà aujourd'hui. Et c'est peut-être le moment quand même de parler un peu de ce qui se passe en ce moment autour de Rima Hassan, qui est, et je le dis avec la plus grande force et la plus grande clarté dont je suis capable, ce qui se passe autour de Rima Hassan en ce moment, qui est absolument scandaleux. Rima Hassan qui a été traîné en garde à vue devant la police pour une nouvelle fois une poursuite pour apologie du terrorisme. Je laisse de côté le tweet en question, on en pense ce qu'on veut. Là n'est pas la question. La question, c'est que Rima Hassan, elle a été poursuivie à 16 reprises pour délit d'apologie du terrorisme, 13 classements sans suite, pour 13 plaintes, dont le juge a dit non, mais écoutez, vous voyez bien qu'on peut pas aller devant un tribunal avec ça. Enfin, vous voyez bien que ça n'a aucun sens. Donc, on voit bien ici le degré de harcèlement judiciaire que l'on peut faire peser sur, en l'occurrence, une oratrice du débat public, en instrumentalisant clairement le délit d'apologie du terrorisme. Et on voit pire. Comment est-ce que ce harcèlement judiciaire a pu se transformer en une forme de harcèlement policier, puisque c'est Mediapart qui a révélé ces informations hier. Dans le cas de la dernière plainte, on a appris que Rima Hassan, elle a aussi fait l'objet d'une surveillance policière incroyablement élargie, une surveillance policière que les policiers ont fait remonter à 3 mois avant l'écriture du tweet, c'est-à-dire que les policiers sont remontés jusque janvier dernier, et ils ont demandé à l'opérateur téléphonique de Rima Hassan jusque janvier dernier les archives de ces données GPS qui permettent à la police de savoir de janvier à mars exactement où était Rima Hassan à chaque moment de sa vie, à la ville près, à la rue près même parfois, quand les données GPS sont précises. C'est évidemment une forme de surveillance policière tout à fait choquante, tout ça pour un tweet. Et là, on voit bien la disproportion claire, scandaleuse, incroyablement choquante entre les faits qui lui sont reprochés, en l'espèce un tweet, et le traitement policier que ça a entraîné, c'est-à-dire une surveillance intense, une surveillance à chaque instant, et une surveillance qu'on a fait remonter à 3 mois avant l'écriture du tweet lui-même. D'autant qu'on parle, et ça rend la chose pire encore, en l'espèce d'une parlementaire, d'une députée européenne, qui devrait bénéficier d'une forme d'immunité parlementaire qui a été ici contournée par le concept de délit en flagrance, utilisation de la flagrance, elle-même dénoncée par l'avocat de Rima Hassan. Donc on voit bien déjà aujourd'hui comment est-ce que le délit d'apologie du terrorisme est utilisé pour faire peser sur une parlementaire, en l'espèce Rima Hassan, une forme de harcèlement judiciaire qui est devenu maintenant un harcèlement policier qui, je crois, ne fait pas de doute. On ne peut qu'imaginer, une fois élargi, et quel degré de harcèlement serait rendu possible par ce nouveau délit d'apologie du terrorisme que souhaitait Caroline Yadan dans sa loi. C'était le retour sur ce qu'est la loi Yadan. On en arrive à ce qui s'est passé hier. À l'Assemblée nationale, cette proposition de loi Yadan a été abandonnée par le groupe qui la portait, qui est le groupe Renaissance. Tous les groupes d'opposition ont immédiatement crié victoire, en disant « Victoire, notre pression a fonctionné, notre opposition a fonctionné, la pétition a fonctionné. Voilà Caroline Yadan et le groupe macroniste qui reculent devant cette proposition de loi inique. » Je crains que cette célébration ne soit un tout petit peu précoce. La contrepartie du retrait de cette proposition de loi, ça a été l'engagement du gouvernement de redéposer à son tour un projet de loi. Pourquoi diable retirer cette proposition de loi si c'est pour que quelques mois plus tard à peine, le gouvernement dépose lui un projet de loi? Il y a 3 nuances. Déjà, première nuance, on ne peut pas tout à fait exclure que tout ça soit simplement une manière de sauver la face, une manière de garder bonne figure dans le débat public et qu'en réalité, la proposition de loi soit totalement enterrée et qu'on n'en entende plus jamais parler. On ne peut pas exclure cela. Mais il y a 2 éléments donnés par le gouvernement lui-même qui me font croire que les choses sont plus sournoises et perverses que cela. Premier élément, le gouvernement a déjà précisé que s'il déposait ce projet de loi, qui reprend les dispositions de la loi Yadan, ce serait déposé avant l'été, fin juin. On voit revenir ici un spectre que l'on connaît bien, qui est celui de la loi Duplon, une loi qui a été examinée pendant l'été. Pourquoi ? Précisément pour éviter la mobilisation populaire. Mais il y a pire que ça. Et c'est là où je veux en venir, et c'est ça que peut-être vous n'avez pas vu. Le gouvernement a bien pris soin de préciser que le texte serait d'abord examiné au Sénat. Pourquoi est-ce que ça va être déposé d'abord au Sénat ? Eh bien parce que la présidence d'Emmanuel Macron a forgé une nouvelle arme parlementaire tout à fait déloyale et malhonnête que, je pense, elle compte utiliser ici, qui est exactement la même arme parlementaire dont elle s'est servie il y a 1 an pour faire adopter la loi Duplon, exactement la même arme parlementaire qu'ils ont utilisée pour tenter de faire adopter la loi qui remettait en cause le 1er mai. C'est ce qu'on appelle la motion de rejet préalable. Je m'explique.
Dans les 3 cas que j'ai déjà évoqués, la loi du plomb, la proposition de loi du 1er mai et en l'espèce la loi Yadan, l'examen se fait d'abord au Sénat. Le Sénat, à majorité de droite, examine le texte et l'adopte. Le texte arrive ensuite à l'Assemblée nationale. Là, que font les groupes qui soutiennent le gouvernement? Ils déposent une motion de rejet préalable du texte. C'est une disposition qui existe à l'Assemblée nationale et qui permet aux groupes d'opposition, c'est ça le sens, de s'opposer à un projet de loi du gouvernement ou de s'opposer à une proposition de loi déposée par un député si on estime que ce projet ou cette proposition de loi sont particulièrement scandaleux. Tellement scandaleux qu'il ne faut même pas en discuter. Si la motion de rejet préalable est adoptée, le texte quitte l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il ne sera même pas discuté. Or, sur la loi du plomb et sur la loi 1er mai, ce sont les soutiens du texte eux-mêmes qui ont déposé et fait adopter une motion de rejet préalable. Pour une raison tout à fait scandaleuse qui est un pur détournement de procédure, parce que une fois qu'un texte est arrivé dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, même s'il est repoussé par une motion de rejet préalable, il est réputé comme ayant été examiné par l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que ça permet? Ça permet derrière de dire le texte il a été voté par le Sénat, il a été examiné par l'Assemblée nationale, pendant 10 minutes certes, mais il a été examiné par l'Assemblée nationale. Il est donc passé devant chaque hémicycle. On peut convoquer une commission mixte paritaire, cette petite instance dans laquelle 7 députés et 7 sénateurs vont à huis clos décider de l'avenir d'un texte qui ensuite va être examiné de manière tout à fait sommaire et expéditive à l'Assemblée, au Sénat, et derrière ça devient une loi. Le gouvernement est sûr d'avoir le soutien de la CMP sur un tel texte. Tout cela permet d'avoir un texte qui, en définitive, n'aura même pas été examiné par l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition n'auront même pas eu l'opportunité de faire entendre leurs arguments sur ce texte. La motion de rejet préalable adoptée par les défenseurs du texte permet de contourner totalement l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La loi n'y est même pas examinée. Les députés de l'opposition n'ont même pas l'opportunité de faire entendre leurs arguments. Ils sont privés d'expression. Ils sont privés de leur droit le plus souverain de faire la loi. C'est un détournement de procédure qui a été inventé par le gouvernement de François Bayrou pour priver les députés de gauche de leur capacité à simplement faire entendre leurs arguments sur la loi du plomb. C'est le même détournement de procédure qui a été utilisé pour empêcher les députés de faire entendre leurs arguments sur la loi qui visait à remettre en cause le 1er mai. Et c'est probablement le même détournement de procédure qui serait utilisé dans le courant de l'été pour empêcher que les députés ne s'expriment sur le projet de loi Yadan et pour accélérer l'examen du projet de loi Yadan sans que jamais les députés de gauche ne puissent ne serait-ce que s'exprimer dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il ne faut pas se réjouir trop tôt. Non seulement le texte a été suspendu, il risque de revenir. De surcroît, il risque de revenir pendant l'été, au moment où les Françaises et les Français seront moins mobilisés. Enfin et surtout, il risque de revenir en utilisant cette même arnaque procédurale qu'on a utilisée pour la loi du plomb et pour la loi 1er mai, qui vise à priver les députés de l'opposition de leur capacité à faire entendre leurs arguments sur un projet qui, en l'espèce, est un projet absolument scandaleux. Ce à quoi nous assistons, qui est le détournement d'une procédure parlementaire qui permet d'amputer le débat parlementaire, qui permet d'empêcher que l'opposition s'exprime, je crois que c'est très grave. Une fois qu'un gouvernement fait tomber un garde-fou, une fois qu'il vient utiliser une marge de manœuvre jusque-là laissé en friche, mais laissé en friche parce que c'est un détournement de procédure, parce que c'est utiliser la loi contrairement à son esprit. Mais une fois qu'un gouvernement a fait ça, eh bien il peut s'en servir à loisir et il peut le faire pour faire prévaloir sa volonté sur celle du peuple, pour faire prévaloir sa parole sur celle de l'opposition, bref, pour maltraiter ce qu'on appelle encore aujourd'hui le débat démocratique. Quand un gouvernement a utilisé cela une fois, il peut s'en resservir derrière, c'est ce qu'on voit en ce moment. De surcroît, il faut toujours, dans ce cas-là, se demander ce que pourrait en faire un gouvernement suivant, par exemple celui de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen ou même de Bruno Retailleau, qui pourrait là trouver une disposition tout à fait commode, un détournement de procédure déjà légitimé par Macron, qui leur permettrait purement et simplement de piétiner le débat parlementaire et d'aller encore plus vite dans la remise en cause de la démocratie. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, comme je vous l'ai dit à de multiples reprises, les chercheurs Levitsky et Ziblatt, qui ont écrit un livre fondamental, le livre How Democracies Die, comment meurent les démocraties, nous alertent sur le fait que le brutalisme constitutionnel, le fait d'aller chercher des marges de manœuvre de pouvoir qui jusqu'à présent étaient inexploitées à juste titre parce qu'elles relèvent d'un détournement de la loi, eh bien ce fait-là, c'est une des manières de faire sauter un garde-fou qui, derrière, risque d'entraîner les démocraties dans une dérive autoritaire, voire autoritariste, voire même
dans le pire des cas dictatorial. Et ça, c'est quelque chose contre lequel Steven Levitsky et Daniel Ziblatt nous alertent, le fait que, attention, quand on voit un gouvernement qui commence à utiliser des marges de pouvoir jusque-là inutilisées, mais parce qu'elles sont illégitimes, voire parce qu'elles sont illégales, quand on commence à observer cela, alors on est en train de faire tomber des garde-fous qui protégeaient encore la démocratie contre ces dérives autoritaires. Chacun de ces garde-fous tombés est une arme nouvelle pour un futur gouvernement qui pourrait vouloir nous faire sortir de la démocratie. Et cela, les gouvernements d'Emmanuel Macron en porteront toute la responsabilité. Donc, ne négligeons pas ce qui est en train de se passer. Gardons à l'esprit que c'est important, que c'est grave, que c'est dangereux, et restons mobilisés. La bataille contre la loi Yadan, et au-delà de la loi Yadan, la bataille contre la perversion, la subversion de nos démocraties ne fait que commencer, et il faudra à nouveau, je le crains, nous verrons bien, et il faudra sans doute à nouveau la mener au début de l'été.